Aujourd'hui, nous embarquons pour un voyage à travers la vie d'Abraham Lincoln. Un homme dont le destin a commencé dans une humble cabane et l'a conduit à devenir le 16e président des États-Unis, transformant une nation divisée. Son histoire est un entrelac de tragédie et de triomphe, une quête d'unité née dans les contrées reculées du Kentucky et résonnant dans les mots de l'adresse de Gettysburg. Dans les collines tranquilles du Kentucky, en février 1809, dans une petite cabane en rondins près de la ville de Hodgenville, naquit un garçon dont la famille peinait à joindre les deux bouts. Abraham Lincoln vit le jour dans la pauvreté, où même les chandelles étaient un luxe. Son père, Thomas, était un charpentier et fermier austère, croyant en la valeur du travail acharné. Sa mère, Nancy Hanks Lincoln, était une femme douce et profondément spirituelle, qui transmit à son fils une inclination à la réflexion qui l'accompagna toute sa vie. La famille déménageait souvent à la recherche de terres plus fertiles, du Kentucky à l'Indiana, où la vie était rude et les hivers impitoyables. À seulement 9 ans, Abraham perdit sa mère, emporté par une maladie cruelle, laissant en lui une blessure indélébile. Mais la lumière revint dans leur foyer avec l'arrivée de sa belle-mère, Sarah Bush Johnston, qui apporta chaleur, ordre et, plus important encore, des livres. Elle décela chez le jeune abbé une étincelle de curiosité et, tandis que son père exigeait de lui un travail à la hache, Sarah l'encourageait à lire. Ce garçon de la cabane en rondins n'avait ni professeur, ni vêtements élégants, ni école, mais sa soif de connaissance était insatiable. Dans un monde où l'on attendait de lui un labeur physique, il se plongeait dans les livres, les empruntant aux voisins et parcourant des kilomètres pour quelques pages. La Bible, les fables d'Ésope, Robinson Crusoe et, plus tard, Shakespeare devinrent ses mentors. Il lisait à la lueur des chandelles, mémorisant des vers entiers, et dans ce monde silencieux des mots, son esprit se forgeait. Grand, dégingandé, d'une force hors du commun mais discret, presque timide, Abraham impressionnait ses voisins par sa capacité à réciter de la poésie tout en terrassant le gaillard le plus robuste du comté dans un combat. Son esprit aspirait à des horizons lointains, à des idéaux de justice, d'honneur et de liberté. Les livres lui apprirent non seulement à survivre, mais à rêver. À 20 ans, Lincoln, du haut de son mètre 93, arriva dans la petite ville de New Salem, dans l'Illinois. Sans argent ni éducation formelle, mais doté d'un charme naturel, il gagna rapidement l'affection des habitants. Employé de magasin, il se vit surnommé « Honest Abbé » pour son intégrité irréprochable. Il pouvait parcourir des kilomètres pour rendre quelques centimes de trop à un client. Son esprit vif et son talent de conteur en faisaient l'âme des rassemblements. Ses histoires, longues et drôles, faisaient oublier les soucis. En 1832, il se présenta pour la première fois à l'Assemblée législative de l'État et échoua, mais il ne se découragea pas. 2 ans plus tard, il remporta l'élection, entamant son parcours dans la vie publique. À New Salem, ce garçon discret qui lisait à la lueur du feu devint un homme écouté. Abraham Lincoln voyait plus grand et choisit le droit. Sans professeur ni diplôme, il étudia le droit dans les livres, lisant jusqu'au cœur de la nuit. En 1836, il réussit l'examen du barreau et devint avocat à Springfield, dans l'Illinois. Là, il rencontra Mary Todd, une femme cultivée et fougueuse issue d'une famille aisée. Leur mariage, célébré en 1842, fut une union passionnée mais tumultueuse. Marie était impulsive, Abraham mélancolique, mais leur amour surmonta bien des épreuves. Sur leurs 4 fils, un seul atteignit l'âge adulte, et la mort de 2 de leurs enfants laissa dans le cœur de Lincoln une profonde tristesse. Sa carrière juridique prospéra. Il était un avocat honnête, spirituel et juste, mais derrière ses succès se cachait une ombre de mélancolie qui ne le quitta jamais. Au milieu des années 1850,
l'Amérique se déchirait sur la question de l'esclavage. Lincoln, autrefois modeste député, se retrouva sous les feux de la rampe. Il considérait l'esclavage comme un mal moral et s'opposait à son expansion. En 1858, ses débats avec le sénateur Stephen Douglas secouèrent le pays. Lincoln parlait avec calme mais force, posant une question cruciale. Une nation peut-elle rester à moitié esclavagiste, à moitié libre? Bien qu'il perdît l'élection au Sénat, ses paroles se répandirent à travers le pays, et en 1860, il devint le candidat républicain à la présidence. En novembre de la même année, il fut élu 16e président des États-Unis. Le Sud répondit par la sécession immédiate, et le pays se retrouva au bord de l'éclatement. Lorsqu'il prit ses fonctions en mars 1861, cet État du Sud s'était déjà séparé, et la guerre civile éclata peu après. Lincoln n'était pas un militaire, n'avait aucune expérience de commandement, mais le destin de la nation reposait sur ses épaules. La guerre fut brutale. Les batailles faisaient des milliers de morts, les villes brûlaient, les familles étaient déchirées. Lincoln faisait face aux critiques, on le traitait de tyran, ses généraux le décevaient, et en 1862, il perdit son fils Willie, emporté par le typhus à la Maison-Blanche. Pourtant, il persévéra. En 1863, il promulgua la proclamation d'émancipation, déclarant libres tous les esclaves des territoires confédérés. Cela ne mit pas fin à l'esclavage, mais transforma la guerre en une lutte pour des idéaux moraux. En novembre 1863, sur le champ de bataille de Gettysburg, Lincoln prononça un discours de seulement 2 minutes, mais qui résonne encore aujourd'hui. Il y a 87 ans, commença-t-il, rappelant la naissance de la nation. Ces mots sur un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, devinrent une promesse et un défi. Ce discours redéfinit l'identité américaine, unissant le pays non seulement par ses frontières, mais par ses idéaux. En 1865, la guerre touchait à sa fin. L'Union triomphait, l'esclavage s'effondrait. Dans son second discours d'investiture, Lincoln prôna la réconciliation, sans malveillance envers quiconque, avec charité pour tous. Mais ses rêves de reconstruction ne se réalisèrent pas. Le 14 avril 1865, 5 jours seulement après la reddition des Confédérés, Lincoln fut mortellement blessé au théâtre Ford. Il mourut le lendemain matin, laissant la nation en deuil. La mort de Lincoln bouleversa l'Amérique. Son corps fut transporté à travers le pays jusqu'à Springfield, et des milliers de personnes se massèrent le long des voies ferrées pour dire adieu à leur leader. Il ne vit ni la reconstruction ni la longue lutte pour les droits civiques, mais ses idées continuèrent de vivre. Lincoln n'était pas seulement un libérateur ou le sauveur de l'Union, il était un homme dont l'honnêteté, la compassion et la détermination rappelèrent à l'Amérique ce à quoi elle devait aspirer. Transférons-nous maintenant dans l'univers des Vikings, non pas seulement des guerriers armés de haches, mais des hommes et des femmes dont la vie était tissée de hivers rigoureux, de mers infinies et d'une soif insatiable d'aventure. Les Vikings, peuple nordique de l'actuelle Norvège, Suède et Danemark, vécurent entre les 8e et 11e siècles. Ils ne se nommaient pas Vikings. Ce terme désignait une expédition, qu'elle soit commerciale ou guerrière. Ils étaient fermiers, pêcheurs, forgerons, conteurs, vénéraient Odin et Thor, et croyaient que leur destin était tissé par les Nornes, 3 mystérieuses sœurs. Leurs navires, longs et élégants, étaient des chefs-d'œuvre d'artisanat. Construits en chêne, avec des planches se chevauchant et des têtes de dragons à la proue, ils glissaient sur les eaux peu profondes et traversaient les océans. Ces vaisseaux incarnaient la liberté, permettant aux Vikings de commercer avec Byzance, de s'installer en Irlande et même d'atteindre l'Amérique 5 siècles avant Colomb. En 793, leur raid sur le monastère de Lindisfarne en Angleterre choqua l'Europe.
Ce n'était pas seulement un pillage, il révéla la vulnérabilité d'un monde qui se croyait intouchable. Mais les Vikings n'étaient pas que des pillards. Ils fondèrent des villes comme Dublin et des régions comme la Normandie. Leur culture se mêla aux traditions locales, ils adoptèrent le christianisme, leurs armes cédèrent la place à la charrue. Au XIe siècle, l'ère viking s'éteignit. Les raids firent place au commerce, le paganisme au christianisme, le chaos à l'ordre royal. Mais leur esprit, audacieux, curieux, indomptable, perdure dans les noms de villes, dans la langue, dans les légendes qui continuent de nous inspirer. En 1325, guidés par une prophétie d'un aigle sur un cactus, les Aztèques fondèrent Tenochtitlan. Une ville surgit au cœur du lac Texcoco. Au début du XVIe siècle, elle était l'une des plus grandes du monde, avec ses larges avenues, ses canaux et ses temples majestueux. Au centre s'élevait le Templo Mayor, dédié au dieu de la guerre et de la pluie. La vie aztèque était rigoureusement organisée. Nobles, prêtres, guerriers, marchands, chacun connaissait sa place. L'empereur Moctezuma II, sage et spirituel, régnait sur une civilisation complexe, mais sous son autorité couvait le mécontentement des tribus voisines. En 1519, Hernán Cortés, un conquistador espagnol, débarqua sur la côte du Yucatan avec une poignée de soldats, des canons et des ambitions démesurées. Rusé et calculateur, il trouva une alliée en Malin de Saint, une femme dont la connaissance des langues et des cultures fut cruciale pour les négociations. Cortés promit la liberté aux peuples opprimés par les Aztèques et avec des milliers d'alliés, s'approcha de Tenochtitlan. Moctezuma l'accueillit avec honneur, mais Cortés y vit une faiblesse. Il fit prisonnier l'empereur, espérant gouverner l'empire à travers lui. La tension monta, et en l'absence de Cortés, son lieutenant Alvarado déclencha un massacre lors d'une fête sacrée. Ce fut l'étincelle. Les Aztèques se soulevèrent, Moctezuma fut tué, et les Espagnols s'enfuirent lors de la Noche Triste, perdant des centaines d'hommes. Mais le véritable ennemi arriva en silence, la variole. Elle décima Tenochtitlan, emportant la moitié de la population. En 1521, Cortés revint avec une armée d'alliés et assiégea la ville. Après 93 jours de résistance, les Aztèques tombèrent. Tenochtitlan fut rasé, et Mexico naquit sur ses ruines. Pourtant, l'esprit aztèque ne disparut pas. Leur langue, le nahuatl, résonne encore aujourd'hui. Leur art inspire, leur cuisine, maïs, piment, cacao, nourrit le monde. L'empire aztèque s'effondra, mais son cœur continue de battre dans les peuples, leurs artisanats et leurs histoires. Dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, la vie était imprégnée de boue, de peur et d'attente. Les soldats, piégés dans ces fossés étroits et humides, pensaient que la guerre serait brève, mais elle s'étira sur des années. Les tranchées formaient un labyrinthe de boues et de barbelés, où les hommes dormaient à quelques centimètres de la mort. Les maladies, comme le pied de tranchée, les poux et les rats, qui se repaissaient des restes, tourmentaient les soldats. Mais le pire était le silence, ces longues heures d'attente où la peur s'infiltrait dans l'âme. Les lettres de la maison étaient un salut, rappelant une vie au-delà de la guerre. À la veille de Noël 1914, un miracle eut lieu. Des soldats allemands et britanniques entonnèrent des hymnes à travers la terre inculte, puis se rencontrèrent, serrant des mains et échangeant des cadeaux. Ils jouèrent au football, partagèrent des photos de leur famille. Cette trêve fut éphémère, mais elle montra que l'humanité pouvait percer même au cœur de la guerre. Les attaques au gaz apportèrent une nouvelle horreur. Chlore, phosgène, gaz moutarde transformaient l'air en ennemi. Les masques ne sauvaient pas toujours, et la peur d'une mort invisible hantait les soldats jusque dans leurs rêves. Mais dans les tranchées naissait aussi l'amitié, une camaraderie qui aidait à survivre.
Les blagues, les cigarettes, une tasse de thé à la lueur d'une bougie. Ces petites choses unissaient les hommes. Le 11 novembre 1918, la guerre s'acheva. Les soldats sortirent des tranchées, mais la guerre resta en eux, dans leurs cicatrices, leurs cauchemars, dans un silence qui ne fut plus jamais le même. Les tranchées se couvrirent d'herbe, mais le souvenir de ceux qui avaient tenu bon perdure. Leur voix, leur résilience nous rappellent que, même dans les temps les plus sombres, l'humanité peut triompher.